Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Si vous pouvez me faire peut-être un petit coucou dans le chat, si c'est OK pour vous, super. Donc, un grand merci pour votre présence. On va démarrer donc ce webinaire qu'on a intitulé 15 conseils simples et actionnables à appliquer dès maintenant pour générer un flux régulier de leads ultra qualifiés. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura beaucoup plus que 15 conseils. On va essayer de tenir le timing. Donc, ce webinaire est né d'un constat. Aujourd'hui, seulement 12% des forces de vente ont une méthode de prospection modélisée et en place. Et cette donnée a été encore plus mise en avant suite à la crise sanitaire que nous traversons. Bon nombre d'entreprises ont dû digitaliser leur action commerciale afin de continuer leurs activités. Donc, pour vous apporter des éléments de réponse, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Denis Cohen de Drop Contact. Voilà, bonjour Denis. Est-ce que tu es parmi nous? Oui, je Voilà. suis là. Ouais, Bonjour tout le monde. super. Je ne sais pas si on capte la vidéo, je ne le vois pas encore, mais ça devrait être bon. Ouais, moi je te vois. Parfait, Donc, super. ça me paraît pas mal. Euh, et donc, pour vous apporter des éléments de réponse, je serai là aussi. Donc, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, Julien Fontaine, je suis l'un des cofondateurs de Find Customer. Voilà, un logiciel tout en un de prospection qui permet aux équipes sales de trouver leurs cibles et leurs coordonnées, ainsi que de générer plus de rendez-vous grâce à de la prospection multicanale et automatisée. Alors, automatisée, hein, s'il vous plaît, en personnalisant et en humanisant aussi, c'est beaucoup mieux. Nous intégrons la solution Drop Contact justement dans notre outil, une solution qui vous permet de rechercher, de vérifier les emails de vos prospects, d'enrichir, de mettre à jour et dédoublonner automatiquement les contacts de votre CRM ou de vos fichiers en B2B. Voilà, Denis aura l'occasion d'en parler aussi. Ce webinaire va durer environ 45 minutes, plus quelques minutes de questions-réponses que nous traiterons à la fin de ces 45 minutes. Nous avons Caroline et Pauline de Drop Contact qui se chargeront d'animer le chat. Elles vous partageront les liens, les outils, les articles que nous évoquerons pendant le webinaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Elles vont y répondre directement ou bien elles vont les sélectionner pour les minutes de questions-réponses. Dernier point aussi, je sais que la question vient souvent, il y aura bien un replay disponible sur notre site findcustomer.io et peut-être chez Denis aussi. Hein. Donc, pour commencer, on va s'intéresser tout d'abord à l'histoire de Drop Contact. Voilà, aujourd'hui, Denis, tu comptes plus de 1800 clients. L'enrichissement de données, la concurrence existait déjà quand tu t'es lancé sur ce marché. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de cette idée, comment tu as réussi à répondre à une douleur forte chez tes prospects et comment tu t'es imposé sur ce marché? Merci Julien. Et puis bonjour à tout le monde, hein. Il y a un petit peu de monde, donc ça fait plaisir le vendredi après-midi de Ouais. pouvoir échanger ensemble. En fait, c'est comme beaucoup, hein, le produit, on le crée parce qu'on ne trouve pas la solution aux problèmes qu'on subit depuis des années. Moi, je viens du monde des études de marché, des sondages. Et systématiquement, les clients nous disaient, oui, je t'envoie un fichier, tu vas voir, il est nickel, c'est super bien et tu vas pouvoir commencer à travailler dessus. Le problème, c'est que simplement, c'est jamais le cas. Quand on prend un fichier de contact, il y a énormément, énormément de choses à faire à la main pour avoir un fichier qui soit exploitable. D'ailleurs, c'est un peu marrant parce que quand on regarde tout ce qui est data analyst, data scientist, etc., il y a des chiffres qui tournent, hein, un petit peu qui sont les gros chiffres. C'est qu'en gros, tu vas passer 80% à nettoyer un fichier et 20% à faire de l'analyse, si ce n'est pas plus. Et c'est pareil quand tu traites du contact, que ce soit en marketing, que ce soit au commercial. Il y a plein de choses. Le prénom est mal écrit, parfois le nom est à la place du prénom. Tu ne sais pas si c'est monsieur ou madame, donc tu ne peux pas accorder tes emails ni tes messages. Alors à l'époque, en Word, quand tu fusionnais, c'était pareil. Tu n'as pas des emails là où l'email n'est pas bon, où la personne n'est plus dans la boîte. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qui fait que euh, toutes les données de contact, en fait, sont partout, nulle part et n'importe quoi. Et ce problème-là, je l'ai rencontré tout au long de ma carrière, que ce soit en tant que PDG, directeur marketing ou autre, en fait, systématiquement, tout le monde a ce problème-là. Et dans toutes les boîtes où j'étais, tout le monde avait ce problème-là. Ouais. Donc, euh, et moi, je suis quelqu'un qui fait depuis des années énormément de veille
informatique, sur toutes les solutions SaaS et toutes les solutions qui sortent. Et en fait, j'ai jamais réussi à trouver une solution qui fixe ça. J'ai trouvé plein de petites solutions, enfin plein de petites. C'est pas des petites. J'ai trouvé plein de solutions qui faisaient des trucs cool, que ça aille vérifier des emails, que ça aille chercher des réseaux sociaux, que ça corrige éventuellement le genre de la personne. Enfin voilà, plein de choses plutôt compliquées à mettre en place. Pour certaines très bien, pour d'autres plus limitées. Et du coup, au lieu de dire qu'on allait faire une solution pour régler un pain, qui était une verticale dans cette problématique-là, on allait faire une solution qui allait régler l'intégralité du problème de l'enrichissement, du clean et de la détection des doublons. Et donc, c'est ce qu'on a construit. Donc, jusqu'à il y a un petit peu plus d'un an, nous étions que 2 personnes dans la boîte. Et on a passé les premières années à faire de l'algorithmie, faire des codes, tester, itérer, etc. Et donc, effectivement, on commercialise vraiment le produit depuis un peu plus d'une année maintenant, 1 an et demi dessus. Et à 2 personnes, on a réussi à finalement avoir beaucoup de retours clients, avoir beaucoup de retours positifs des clients, puisqu'en fait, le trafic qu'on a et les gens, c'est les gens qui viennent à nous, parce qu'une fois que les gens ont testé Drop Contact versus les autres solutions du marché, bien en général, pas toujours, mais en général et de manière un peu significative, c'est Drop Contact qui choisissent. Aujourd'hui, on a des gros comptes vraiment importants de personnes qui connaissent toutes les solutions du marché et qui ont tout testé partout. Et au bout d'un moment donné, assez souvent, ça revient chez nous. Complètement. Et peut-être, est-ce que tu peux nous détailler au tout début comment tu as défini tes cibles? Ouais, ça, c'est pas compliqué. Moi, je viens du monde où mes clients, c'était les grands comptes. Donc, j'ai dit plus jamais des grands comptes. Ça, c'est déjà Ok. assez fixe. L'analyse, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu as un grand compte, on est tous assez friands de ça. Parce que tu as un logo, parce que ça fait du vanity. Donc, tu vas dire à un moment donné, ouais, j'ai Orange sur mon site web, ah, j'ai Bouygues, ah, j'ai EDF. Voilà. Donc, ça c'est du vanity et c'est très bien. Et parfois, ça rapporte beaucoup de chiffre d'affaires. Mais il y a 2 inconvénients à ça, à mon sens, hein, et c'est vraiment mon analyse à moi qui était ce que j'avais analysé avant. C'est que, c'est des ventes qui sont très longues. Parce que une journée de quelqu'un qui travaille en grand groupe n'est pas du tout la même chose qu'une journée de quelqu'un qui travaille en start-up. Donc, en fait, tu vas avoir à un moment donné, il va falloir un chef de projet, mais là, il n'est pas disponible parce que il est sur un autre sujet. Après, tu as de la formation, après, tu as des RTT, après, tu as des choses, etc. Du coup, tu prends un temps de dingue pour aller closer un client. Et en plus, systématiquement, quand tu es sur un grand compte, tu vas avoir beaucoup d'intervenants, beaucoup d'interlocuteurs qui vont effectivement intervenir dans le process de vente. Et le deuxième élément, c'est que tu arrives quasiment tout le temps en disant, ah, votre produit, il est trop bien, c'est trop génial, vraiment, je kiffe. Mais chez nous, c'est différent. Donc, il faudrait que vous fassiez blabla, 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 et tu commences à faire du spécifique. Et si tu commences à faire du spécifique, tu ne fais pas un produit qui peut scaler. Donc, nous, notre marché, c'est vraiment le marché qu'on appelle SMB, donc PME. Et tu remarqueras que toutes les boîtes SaaS qui ont fait un énorme scale, qui sont utilisées par tous, ont toutes commencé par du marché SMB. Et à un moment donné, éventuellement, ils vont attaquer les grands groupes dessus. Donc, je pense à des boîtes comme Dropbox, je pense à des boîtes comme Slack, etc. Ou systématiquement, c'est des boîtes qui attaquent du marché SMB. L'avantage, c'est que du coup, tu n'as pas besoin d'une énorme force commerciale, tu as besoin d'une grande qualité de produit, une grande qualité de marketing et bien sûr de la réputation dessus. Après, le deuxième élément, c'est quand tu commences, rien n'est parfait. Ah, tu me diras même à l'avenir, rien n'est parfait. Et donc, parfois, ton produit n'est pas encore abouti, tu vois, quand tu es dans les premières années, etc. Et si tu as mis beaucoup d'efforts sur un grand compte et que ton grand compte, à un moment donné, arrête, tu perds ton chiffre d'affaires. Alors que sur du SMB, si tu perds quelques clients, c'est toujours hyper casse-pied. Mais par contre, c'est hyper instructif sur qu'est-ce que tu dois améliorer, pourquoi le mec, il a churn, il a arrêté ton produit. Donc, il faut vraiment réussir à l'avoir au téléphone, le contacter pour comprendre pourquoi ton produit ne correspond pas ou pourquoi il a arrêté. Tu peux avoir 2 choses. Un, ça peut te permettre de détecter quelque chose que tu n'avais pas imaginé, compris, vu. 2, ça peut te confirmer que les évolutions que tu es en train de préparer, mais il faut quand même le temps de le faire, et c'est t'es dans la bonne route, mais il te faut plus de temps naturellement et c'est tout. Le seul élément, c'est que quand tu perds quelques clients à SMB, c'est casse-pied, mais c'est pas très grave, ça va pas remettre en cause ta boîte. Et je dirais, c'est naturel et c'est normal que tu aies du churn dessus. Voilà, donc Tout c'est à plutôt fait. cet aspect-là en termes de définition du marché. Notre marché à nous, c'est vraiment le SMB. On a
alors, on n'est pas. On a des boîtes des PME classiques, mais pour aller plus vite, on est plutôt axé sur l'écosystème startup. Comme beaucoup, hein, quand tu fais du ça, c'est quand tu as un startup. C'est qu'en fait, les gens en startup en général vont plus vite sur la décision, sont évidemment beaucoup plus ouverts à tout ce qui est nouveauté. Tu n'as pas besoin de faire d'évangélisation, d'expliquer, ah, mais tu sais, si tu fais du cold email, ça sera mieux que de faire de l'emailing parce que, ah, mais moi, j'utilise une solution d'emailing depuis 30 ans, ça marche super bien, etc. Voilà, il y a tout ce travail-là, tu n'as pas besoin de fort dans un écosystème tel que entre guillemets, Startup Nation, que dans un, tu vois, si tu attaques le marché de la plasturgie à Oyonnax, tu vois. Les gens échangent Mhm. beaucoup moins que dessus. Voilà, donc c'est vraiment prendre ça pour aller le plus vite là-dessus. Et ça te permet d'itérer beaucoup sur ton produit pour ensuite pouvoir avancer plus rapidement et aller chercher après le reste du marché. Et donc là, il y a vraiment des. Il y a Moore qui a fait un bouquin là-dessus, je ne sais pas, dans les années 80-90, qui est Grosse ligne de Casme, qui est vraiment très intéressant parce que tu as un passage difficile qu'il faut bien anticiper, qui est le passage des early adopters à la masse du marché. Donc ça, Mhm. c'est un point où il faut toujours être très vigilant. Voilà. Tout à fait. Et après, tu as choisi un positionnement qui est celui de respecter à 100% le RGPD. Ça, Oui, c'était un positionnement qui n'était pas présent chez tes concurrents et c'est pour ça que tu l'as choisi. Comment ça s'est passé au niveau de la prise de cette décision? ouais. Alors en fait, c'est vraiment très historique, c'est que je n'ai jamais considéré que constituer une base de données était une bonne solution. Euh, Pourquoi? Parce que maintenir une base de données à jour, c'est extrêmement compliqué, ça demande beaucoup de ressources, c'est vraiment très compliqué. Historiquement, tu avais, et ça existe toujours, hein, tu as des boîtes qui vont constituer des bases de données, en gros te faire une sorte de LinkedIn-like, donc qui vont essayer de copier ce que fait LinkedIn. Parfois, scraper LinkedIn, à l'époque, on pouvait scraper en très grosse masse LinkedIn, ce qu'on ne peut plus faire maintenant. Pour certains, ça peut même être de manière beaucoup plus limite, aller acheter des données qui ont été volées dans le dark web, hein, parce que ça existe, il faut quand même le savoir. C'est accessible. Là, pour le coup, c'est même plus une problématique de RGPD, mais beaucoup plus une problématique de recel, mais c'est un autre sujet. Euh, et donc, en fait, le vrai sujet, c'est de se dire comment je fais pour avoir une base de données qui soit à jour. Et donc, c'est une course tout le temps. Si ce n'est pas les gens qui mettent les bases de données à jour, ta base de données, elle n'est plus à jour. Et donc, pour les revendre, c'est compliqué. Mhm. Tu as un deuxième phénomène, hein, quand même, et j'ai toujours eu conscience de ça, c'est que on va dire que nos grands-parents ou arrière-grands-parents, quand ils travaillaient, ils faisaient presque une vie entière dans une seule boîte. Tu vois, les gens qui étaient chez EDF, il y a des gens, ils sont rentrés chez EDF en boulot et ils sont partis à la retraite en n'ayant travaillé que chez EDF ou à la SNCF ou même dans des très très belles boîtes comme Dassault, Thales, etc. Mhm. Euh, L'élément, c'est que ça, c'était, on va dire, avant, c'était au siècle dernier. Et on voit que de plus en plus, on change d'entreprise. Donc moi, je ne sais même pas compter, tiens, il faudrait que je fasse le calcul, mais j'ai fait une petite dizaine de boîtes. Et donc, c'est très difficile de maintenir ça à jour. Et si maintenant, on prend le phénomène dans les années 2020-2021, en fait, en un an, tu as quasiment un quart à un tiers des gens qui ont changé d'entreprise sur une base de données. Donc, c'est-à-dire que quand tu as une base de données en début d'année, à la fin de l'année, tu as presque 25 à 33% de ta base qui est plus à jour parce que les gens ont changé d'entreprise. Et plus on Mhm. avance, plus ça s'accélère. Donc, tous les gens qui ont moins de 30 ans changent beaucoup plus d'entreprise. Il y en a beaucoup qui font 2, 3 ans dans une entreprise, ce qui fait quand même un changement très important. Et là, on ne parle même pas de la crise, l'impact de la crise sanitaire actuelle, parce que Ouais. là, pour le coup, il y a encore plus de changements. Euh, donc la technique de dire on fait une base de données pour revendre cette base de données aux autres est en soi un modèle qui, moi, ne m'a jamais séduit, historiquement, sur le fait de maintenir une base de données. Et le deuxième élément, c'est que quand tu stockes des données personnelles, que tu les mets dans une base de données pour les revendre, en fait, c'est de la donnée personnelle, même si elle est B2B, c'est de la donnée nominative. Et en fait, tu n'es pas autorisé à le faire depuis qu'il y a la RGPD. C'est-à-dire que Mhm. pour pouvoir revendre des données ou céder des données qui sont une base de données, eh bien, il faut que les gens ils aient opt-in pour la revente ou la cession des données. Pour l'instant, ce n'est pas encore tellement pris en compte par les gros acteurs qui font ça depuis des années, parce que c'est une vraie révolution dessus, mais c'est en train vraiment de se transformer, on va dire, sur les mois et les années à venir, donc ça prendra du temps. Mais oui, acheter des données d'un prestataire qui a des données dans une base de données, voilà, je ne sais pas si toi, Julien, tu as déjà vendu tes données. Est-ce que tu as déjà vendu tes données à quelqu'un? Enfin, est-ce que tu as autorisé la revente de tes données? Je ne crois pas. Et je ne Non, crois non, pas non, qu'il y ait non. beaucoup de Mhm. gens qui autorisent la revente des données. Ce Mhm. qui est donc vraiment dans le cadre de la RGPD. Et puis le deuxième élément,
c'est que maintenant, de plus en plus, on se rend compte que toutes les données entreprises sont de plus en plus open source, donc accessibles gratuitement. Tu vois, Infogreffe, avant, c'était impossible d'avoir les données. Ben, maintenant, tu as data.gouv. Donc, tout ce qui en Europe fait de plus en plus de transparence sur de la donnée entreprise. Par contre, tout ce qui est de la donnée individuelle devient de plus en plus privé, protégé, sécurisé. Tu vois même que Google, donc tu vois même les GAFA maintenant commencent à vraiment sécuriser les choses, à protéger les choses. Donc mon discours peut être un petit peu bizarre en se disant ben non, c'est les GAFA, ils exploitent toutes les données, etc. Ce qui est de moins en moins le cas. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, depuis Cambridge Analytica et le scandale, ont pris conscience que s'ils continuaient dans cette direction-là, en fait, en termes d'image, ça allait être compliqué. Et donc, on voit une boîte comme Google qui avant autorisait les entreprises à exploiter tout et n'importe quoi dans les boîtes mail. Maintenant, c'est fermé, c'est verrouillé. Il y a des audits de sécurité, il y a un certain nombre d'audits. Facebook a fermé les choses. Google est en train d'enlever aussi les cookies tiers dessus. Donc, les cookies tiers, c'est quelque chose qui permet d'identifier tous les endroits où tu passes en fait, quand tu navigues dessus. Eux-mêmes, en fait, ne vont plus travailler par un cookie sur la personne, mais par des groupes de personnes, des typologies de personnes. Donc, on n'est pas, c'est pas encore, on n'imagine pas que, comment dire, que ça sera totalement éthique à 4000%, etc. Mais ça va partir de plus en plus, de moins en moins de données sur de la donnée personnelle individuelle en tant qu'individu. Donc, il y a vraiment cette ligne. Donc, on n'est pas rentré du tout là-dessus. Et ma conception de l'enrichissement, et là, on parle essentiellement de l'enrichissement en adresse email pro, c'est un très, très gros travail sur lequel on travaille encore. D'ailleurs, on a sorti une nouvelle version là dernièrement, qui est assez ouf d'ailleurs en termes de résultats. On en parlera peut-être plus tard. C'est vraiment de l'algorithmie. Donc, on est maître de nos algorithmes sur le sujet. Donc, on arrive à trouver les adresses email et les valider, les vérifier. Donc, on a nos propres algos pour trouver les emails, nos propres algos pour vérifier les emails et nos propres serveurs de test pour vérifier. Quand je dis nos propres serveurs, c'est AWS. Hein. Mais c'est nos propres. Donc, toute cette chaîne-là, on la maîtrise complètement. Et les algos, quand je parle des algos sur les emails, ce n'est pas la technique de dire ah bah, je fais le prénom plus le nom, bah, le prénom point nom. Ça ne marche pas. Ça marchouille. C'est cool pour en faire un de temps en temps, mais tu ne peux pas faire tous les patterns pour aller trouver quelqu'un. Tu vas te faire bloquer. Donc et sinon, tout le monde ferait ça et ça ne marche pas. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Ouais, donc on comprend bien il y a une évolution de la réglementation par rapport à la donnée personnelle. Toi, tu as été l'un des premiers acteurs à en tenir compte, finalement, parmi des gros lourds du marché, si je pourrais les appeler comme ça, qui, eux, ont mis plus de temps à s'adapter. Ah Et ben, ils ne ça, sont pas c'est un adaptés en fait. discours… En pardon? fait, ils sont pas du tout adaptés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouais, ils n'ont pas de solution. La ouais. grosse différence, c'est qu'ils avaient l'avance sur nous par rapport aux bases de données qu'ils avaient constituées comme ça. Donc, leur modèle est construit sur le fait d'avoir une base de données. Nous, je dirais que comme on arrivait bien après, il a bien fallu qu'on soit plus smart sur le sujet et plus d'actualité. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas rentré dans le sujet de la base de données, mais vraiment dans l'algorithmie. Non, non, pour l'instant, tu n'as absolument personne qui est capable de faire ce qu'on est en train de faire. Hein. Ouais, tout à fait. Donc ça, tes clients, ils l'ont compris. Mm. Pour la plupart, ils y sont aussi fortement attachés. Et donc, ça fait partie des facteurs clés de succès qui ont fait que Drop Contact a réussi à se faire une place sur ce marché-là. Mais tu as un deuxième élément qui est Mhm. effectivement, comme tu disais, la RGPD, mais le deuxième élément, c'est surtout le fait que comme on vérifie la donnée qu'on te fournit, notre algo tourne pour trouver une adresse email à l'instant T et que les gens sont obsolètes, en fait, on est beaucoup plus précis, on a une meilleure qualité et on trouve plus d'emails que des données qui ne sont plus à jour dans une base de données d'un de nos confrères. Donc, c'est Mhm. aussi la grosse valeur que les gens remarquent. C'est-à-dire qu'ils vont acheter des données chez un de nos confrères et quand ils vont shooter, ils vont se rendre compte qu'il y a plein d'adresses email qui ne sont pas bonnes. Mhm. Parce qu'elles sont plus à jour, en fait, simplement. Alors que nous, comme on le fait à l'instant où tout nous fait la demande, elles sont beaucoup plus fraîches et beaucoup plus à jour. Mhm. Voilà, Ouais, tout pardon, à fait. c'est juste la précision. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, ça nous permet de rebondir sur le deuxième chapitre voilà, de ce webinaire qui est comment se constituer justement son premier fichier de prospect. Une fois qu'on a identifié un petit peu tout ça, défini son positionnement, je crois que tu es d'accord aussi avec moi pour dire que LinkedIn aujourd'hui est une base de données très fiable. Bah, en fait, tu n'as pas mieux. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la meilleure preuve qu'il n'y a pas mieux, c'est qu'en fait, tout le monde essaye de récupérer les données de LinkedIn et que si tu es commercial ou si tu fais du marketing et que tu dois contacter quelqu'un, la première chose que tu vas aller faire, c'est vérifier sur LinkedIn son profil. Donc Mhm. là, déjà, on l'a tous intuitivement pris en compte. Le deuxième élément, c'est que
la plupart des boîtes qui constituent des données se disent ben, tiens, je vais me mettre à jour et pour me mettre à jour, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais essayer de récupérer les données sur LinkedIn. Et pourquoi? Parce que simplement, les gens qui mettent à jour LinkedIn, c'est les gens qui sont, c'est les fiches. C'est-à-dire que quand moi je change de poste, je mets à jour ma fiche LinkedIn. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'avoir des petites mains qui vont essayer de trouver à droite, à gauche les informations, qu'on trouve de moins en moins d'ailleurs. Mais c'est nous-mêmes qui mettons à jour la base de données. Ouais, Donc c'est ça la meilleure complètement. valeur. Et on voit en Occident, mis à part l'Allemagne qui ont leur propre LinkedIn-like, que LinkedIn, c'est vraiment la référence. Donc, moi, je dis très souvent à des prospects ou des clients, ils disent ah, bah alors là, je vais peut-être acheter une base de données chez machin, truc et chose. Et je dis mais fais pas ça, quoi. Ça ne sert à rien, c'est plus à jour. Tu vas dépenser de l'argent qui ne va pas être à jour. Donc, il vaut mieux avoir un process au fil de l'eau par rapport à tes cibles et par rapport à ce que tu veux faire, qui est d'aller sur LinkedIn et de regarder les informations et donc de scraper LinkedIn pour ceux qui scrapent LinkedIn. Mais la meilleure donnée, c'est celle-ci, quoi. C'est clair. Et après, LinkedIn, on l'oublie peut-être un petit peu, mais c'est quand même un réseau sur lequel on peut contacter n'importe qui en envoyant un message et en étant quasiment certain que la personne en face va le lire. Elle reçoit une notification. Alors, Alors après, sauf si elle n'est pas trop présente sur LinkedIn, mais je veux dire, à l'époque, pour contacter le décisionnaire d'une entreprise, il fallait se lever tôt le matin. ouais. Aujourd'hui, on peut quand même envoyer un message de manière certaine à peu près n'importe qui. Alors, envoyer le message de manière certaine à n'importe qui, ça, entièrement d'accord, et ça, c'est très puissant. Après, je mettrai un tout petit bémol, c'est-à-dire que depuis quelques mois, peut-être un peu années, tu as de plus en plus d'outils d'automatisation qui permettent d'envoyer beaucoup de messages et beaucoup d'invitations. Et comme c'est des produits qui, en général, sont d'un coût qui n'est pas très, très cher, et que finalement, tu agrandis ton réseau de personnes, puisque les gens vont accepter, même s'ils ne te connaissent pas, même s'il n'y a pas d'échange, etc., tu as quand même une proportion de gens qui vont accepter ton invitation. Ça te permet de faire grossir, en fait, ton réseau. Mhm. La limite de ça, c'est que comme il y a beaucoup de solutions, c'est que maintenant, comment dire, je dirais que c'est festival. C'est-à-dire que moi, depuis plusieurs mois, mon nombre d'invitations et ma boîte email de LinkedIn, c'est devenu n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai des messages qui n'ont aucun sens. J'ai des gens qui me ciblent et je ne suis pas du tout dans la cible. Tu vois, j'en ai un que j'aime bien là dernièrement, si je peux vous le dire. Donc, je me dis, c'est un délire total, hein. C'est devenu un délire total. Celui-ci, je l'aime bien parce que ça illustre. En fait, comme souvent, et on en reparlera un petit peu peut-être tout à l'heure, les gens confondent souvent outil et ce qu'on fait avec un outil. Mhm. Un Complètement. outil, c'est cool, mais comment dire, en n'étant pas trop vulgaire, si tu utilises un outil pour faire de la merde, bah, honnêtement, ça reste de la merde. Donc, c'est vraiment ça. Et on en parlera tout à l'heure sur le copywriting, c'est hyper important. C'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre du jus de cerveau. Et les gens oublient, enfin une partie des gens oublient ça. Et donc là, tu vois, il y a un mec qui m'envoie une invitation. J'aime bien parce que je vous la lis. C'est je suis la clé de votre. C'est le message, hein. Je suis la clé de votre succès, je suis la clé de votre bonheur, je m'appelle le magicien, je vais vous réaliser vos rêves, tu demandes et moi je réalise. Et donc ça, le mec m'envoie ça en Ouais. invitation. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, peut-être qu'il est dealer, hein, s'il est dealer, son message a fait du sens, mais sinon, voilà, et ça j'en ai, alors celui-ci est quand même un peu extrême, et j'en ai des tonnes. Et donc en fait, quand tu satures un canal, bah, du coup, ton canal s'appauvrit. Donc, tu vois, les grosses publicités attirent l'arigot dans tous les sens, bah, c'est moins efficace qu'une publicité ciblée. Euh, et donc, et on en parlera tout à l'heure, je crois que tu avais prévu ça dans la présentation. Quelque chose qui fonctionne par contre très bien, c'est de le faire, mais au bon moment. C'est Oui, tout à de fait. vraiment faire une invitation. Le marabout prospecteur sur LinkedIn, très drôle. Euh, c'est le commentaire joli. Faire une invitation LinkedIn à quelqu'un qui a entendu parler de toi parce que tu lui as envoyé quelque chose et rentrer en conversation avec lui, ça, c'est hyper efficace maintenant. Ça a vraiment de la valeur et ça, c'est très, très bien. Mais utiliser un outil pour arroser la terre, quelle que soit la solution, hein, que ce soit par email, que ce soit par LinkedIn, que ce soit par Twitter, etc., on ne fait plus de la masse. C'est-à-dire que les messages en masse ne fonctionnent plus. D'ailleurs, on voit bien que les solutions, tu vois, par exemple, moi, dans ma boîte mail, je ne reçois pas tant que ça d'emails, de prospection dans tous les sens, de Mhm. newsletters, etc. Pourquoi? Parce que Outlook, enfin Microsoft, Google, etc., ont mis des barrières, ont mis des systèmes qui permettent de limiter, de protéger ces éléments-là. Mhm. Donc, c'est voilà, c'est toujours un peu la course, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un canal qui fonctionne très bien, une technique qui fonctionne très, très bien.
Donc, il faut bien la penser, bien la travailler, l'optimiser à ce moment-là. Et puis, à un moment donné, il faut passer à autre chose parce que ça évolue. Alors là, je fais un peu mon boomer, mais très clairement, la téléprospection en B2B, ça marchait super bien, mais avant, quoi. Maintenant, la téléprospection en B2B, c'est compliqué. Le mailing papier qu'on faisait, à une époque, ça marchait super bien, ça s'est saturé. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, faire du mailing papier, ça fait sens. C'est-à-dire que comme il n'y en a pas beaucoup, envoyer des trucs hyper personnalisés, très cool, bien faits, etc., par courrier papier, ça peut être aussi un bon moyen. Mhm. Ouais, complètement. C'est vrai que LinkedIn reste une base de données très fiable. On y trouve des informations à jour, on peut trouver les décisionnaires de nos cibles. Maintenant, il est clair que vouloir prendre un outil, scraper par exemple les 1000 premiers DRH qu'on a sous la main et puis vouloir contacter les 1000 hyper rapidement, non, ça ne marche pas. C'est des choses que l'on voit encore énormément. Mais la prospection, vous voyez, on a intitulé ce webinaire comment obtenir un flux régulier de leads ultra qualifiés. Ben, tout simplement, il n'y a pas de magie, c'est qu'il faut prospecter aussi régulièrement. Pour prospecter vos 1000 DRH, il vaut mieux en prospecter plusieurs dizaines tous les jours, vous prendre quelques minutes le matin, à midi, le soir, envoyer des messages vraiment personnalisés, plutôt que de vous dire je vais en scraper 1000, je vais les mettre dans ma base de données, et ensuite je vais envoyer un message qui sera forcément général pour plaire aux 1000. Et du coup, la personne en face ne se sentira pas du tout concernée parce que vous êtes en train de lui raconter. Donc ça vaut effectivement sur LinkedIn, mais aussi par email. Et Non, donc mais c'est après, exactement ça. ouais, Je te rejoins complètement sur ce sujet-là, hein. C'est le fait de faire une masse dans, je ne vais pas dire chez qui, mais dans une boîte où je travaillais avant. Si tu veux, par mois, on envoyait 100 000. Alors, le cold email n'existait pas, donc on envoyait 100 000 emails par mois en B2B. Tu vois, donc, sur 100 000 emails, on avait des réponses, on avait des tests, on faisait des ventes, c'était cool, etc. Mais on en envoyait 100 000. Ça ne se fait plus aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'a plus d'intérêt. Ça n'a plus d'intérêt, ça ne marche plus. Et vraiment, ce qui fonctionne bien, c'est vraiment, comme tu dis, d'avoir un flux continu, de nurturer tout le temps, de faire de l'acquisition tout le temps, voilà, de rentrer en contact d'une manière ou d'une autre, que ce soit par LinkedIn, que ce soit par email, les deux ou autres moyens, mais de manière régulière et pas avoir des points de ah bah là, j'ai plus assez de projets, donc du coup, je me mets à faire de la téléprospection, je me mets à envoyer 10 000 emails, parce que du coup, tu crées des activités qui sont pas suivies. Et d'abord, ça perturbe complètement ton chiffre d'affaires qui ne peut pas être en continu. Et puis même en termes de relations, tu vois, si aujourd'hui, quand je fais un call d'email, je fais une campagne, si j'en envoie, je ne sais pas moi, on va dire 2000, notre taux d'ouverture, nous, sur du call d'email, hein, c'est 93%. Donc, si tu veux, si j'en envoie 2000, j'ai 93% des gens qui ouvrent et une bonne personne des gens qui répondent, je ne suis pas capable d'absorber correctement bien sûr. la relation avec les personnes. Donc, je vais en négliger alors que j'investis du temps. Donc, il est préférable d'avoir effectivement, tu en envoies 50 par jour si tu as des bons taux, en fonction de tes sujets. Et ça, c'est vraiment. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Ouais. Donc effectivement, vous voyez, on a des entreprises qui choisissent comme canal d'acquisition le SEO. Vous voyez, le SEO, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Il faut essayer de vous dire que la prospection sur LinkedIn ou par mail, même si ça paraît beaucoup plus accessible et beaucoup plus rapide, c'est pareil, c'est que c'est un canal d'acquisition à part entière. Si vous souhaitez mettre effectivement des moyens là-dessus, il faut vous allouer aussi le temps dans l'agenda pour le faire, hein, tout simplement. Et là, le mot d'ordre, c'est de tester vraiment des discours, tester des emails à petite échelle, optimiser ensuite vos messages et après automatiser effectivement ce qui fonctionne sur des cibles similaires à celles sur lesquelles vous avez rencontré du succès. Ensuite, pour mettre un petit peu de fraîcheur dans notre stratégie, c'est vrai qu'il y a aussi le bon message, mais le bon moment également pour contacter nos cibles. Je crois que là-dessus, Denis, tu as aussi de belles expériences à nous raconter. Ouais, il y a deux, trois éléments. Très souvent, les gens vont commencer on va prendre un use case, c'est une personne qui scrape LinkedIn, qui envoie du cold email, puis qui rentre en contact, puis qui a une propale, etc., etc. Et puis, soit la personne a répondu, soit la propale n'a pas marché, voilà, ça fait. Et très souvent, quand on regarde, on se rend compte que les gens, une fois qu'ils ont rentré quelqu'un dans le funnel et que ça n'a pas marché, laissent tomber. C'est-à-dire
dans les bas-fonds de ton CRM, tu as des tonnes de personnes qui sont dans ta cible, qui ont été sélectionnées, que tu as identifiées, avec qui tu as fait des échanges, à qui, par exemple, tu les as nurturés parce que tu leur as envoyé des messages, tu leur as envoyé des livres blancs, des webinars, ils ont assisté, etc. Mais ça ne s'est pas closé. Ça ne s'est pas closé très souvent parce que ce n'est pas le moment. C'est-à-dire qu'au moment donné où, la probabilité qu'au moment donné où je contacte quelqu'un pour dire ouais, tu as vu, Drop Contact, c'est trop cool. Alors, je te rassure, hein, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et qu'en fait, ça soit son sujet à ce moment-là, elle est finalement très faible. Par contre, dans le temps, si j'ai identifié qu'une entreprise et une personne, c'était nos cibles, eh ben, c'est juste qu'au moment donné, on l'a contacté, ben, ce n'était pas la priorité parce qu'il était en train de refaire le budget, parce qu'il était en train de refaire son site web, parce qu'il était en train d'embaucher des gens. Et donc, tu ne peux pas faire tous les sujets en même temps et que notre sujet à nous est arrivé, ben, ce n'était pas le bon moment. Et donc, en fait, il ne faut surtout pas laisser mort ces prospects-là. Alors il y a les techniques, hein, il y a les techniques de nurturing, bien sûr, tu les rentres dans des campagnes de nurturing. Donc pour ceux qui ont des solutions un peu costauds, qui ont Salesforce, ils vont mettre du Pardot, de l'Eloqua, du Marketo, etc. Il y en a d'autres qui vont travailler avec des solutions, j'allais dire plus modernes, plus récentes, des Active Campaign, des Customer.io, etc., qui vont envoyer des messages avec un flux un peu continu. Perso, je suis beaucoup revenu de la newsletter. Je ne crois plus beaucoup à la newsletter. Je pense qu'une newsletter bien faite, c'est très compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment de la valeur à l'intérieur pour que les gens la lisent. Mais ça peut être utile pour parler des événements, pour tenir un flux continu. Par contre, il faut en fait, au bout de 2, 3, 4 mois, retraiter ces contacts-là au sens commercial, les retraiter en fait dans une boucle qui peut être du cold email. C'est-à-dire que si tu as fait une opération de cold email une première fois et que ça n'a pas fonctionné sur les séquences avec ces personnes-là, eh bien, tu peux les relancer 3-4 mois après parce que le sujet peut être d'actualité. Et très souvent, c'est jamais fait. Enfin, c'est quasiment jamais fait. C'est-à-dire que c'est très, très rare les entreprises où j'ai pu voir ce cas-là, où les personnes au marketing ou head of sales vont travailler ce sujet-là. Et pourtant, tout le boulot que tu as fait, tu l'as déjà fait. C'est-à-dire que quelqu'un avec qui tu as échangé dessus, tu l'as nurturé, quoi. Tu l'as, entre guillemets, éduqué, évangélisé, et tu t'arrêtes au milieu du truc parce que c'était juste pas le bon moment pour lui. Bah, ça veut dire qu'après, c'est le bon moment. Donc, en fait, on a tous sous la main des tonnes d'infos, hein. Si on prend là, je sais pas, il y a une cinquantaine de personnes qui écoutent. Si je dis à la cinquantaine de personnes, bah, est-ce que tu n'as pas des fichiers Excel ou Google Sheet qui traînent avec des contacts que tu as vu à un moment donné, dit ah ouais, j'ai peut-être un truc qu'on avait fait avec une stagiaire, on avait passé des coups de fil, machin, etc., et qui sont plus du tout exploités. Si j'ai un use case, hein, alors là, celui-ci, je l'adore. Tu vois, tu as un réseau sur LinkedIn. Ton réseau sur LinkedIn, tu l'as fait, tu t'es connecté, c'est OK. Qu'est-ce qui se passe après? Rien. Après, tu vas faire un post, et si tu es bon pour faire des posts, bah, tu vas avoir un certain nombre de vues, mais tous les gens de ton réseau ne vont pas voir du tout ton post. Donc, du coup, tu ne l'exploites pas. C'est-à-dire que si tu as, je sais pas moi, 10 000 personnes dans ton réseau LinkedIn, bah, tu ne l'exploites pas. C'est-à-dire qu'en fait, là, chaque personne en ce moment peut aller regarder combien il a de personnes dans ce réseau LinkedIn. Il n'est pas exploité. Ben, un use case très simple, c'est tu vas sur LinkedIn, tu vas dans. Alors, comme LinkedIn est acheté par Microsoft, c'est un peu les mêmes trucs, c'est-à-dire qu'ils font tout à l'envers. Quand tu veux exporter, il faut que tu ailles sur importer. Donc, tu vas sur LinkedIn, tu fais importer, et importer, tu demandes à exporter. Et quand tu exportes, tu demandes ton archive de connexion. Et donc, ça va te sortir un fichier de tous les gens que tu as en connexion dans lequel tu vas avoir le prénom, le nom et la boîte. Eh bien, tu prends ce fichier-là, tu le drag and drop sur Drop Contact, et pour au moins 50%, on va te donner les adresses email nominatives pro de chacune de ces personnes-là. Et du coup, tu vas pouvoir travailler ton réseau. Donc, si c'est ton réseau, globalement, bon, à part les potes, à part quelques consultants et autres, la plupart sont des gens qui sont dans ta cible. Et donc, très simplement, tu vas te constituer en 5 minutes de temps une masse importante de prospects que tu n'exploites absolument pas et que tu as. Ils sont à la portée de ta main, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, pour rebondir là-dessus, il faut se dire que le temps que l'on va prendre à trouver des prospects, les identifier et shooter une campagne mail ou LinkedIn dessus, il faut se dire que c'est des gens sur lesquels on a pris du temps pour Ouais. justement les identifier. Donc, c'est que quelque part, on part du principe que cette personne-là est susceptible d'être intéressée à mon produit. Et pourtant, parce qu'elle n'a pas répondu à ma campagne d'email au mois de janvier,
je ne la recontacte plus. Ben non, effectivement. Réessayez de la recontacter au mois d'avril. Essayez de les mettre dans une liste de diffusion que vous gardez bien de côté et puis vous faites une notif dans l'agenda pour vous dire, ben voilà, rappel, campagne de janvier à relancer en avril. Et vous verrez que ça peut porter ses fruits. Hein. Et Alors, l'export LinkedIn, ouais, ça marche très, très bien, je vais effectivement. faire un complément sur ce que tu disais. C'est le fait de mettre dans un fichier à côté. C'est-à-dire que moi, je suis contre, mais vraiment, le fait de mettre dans des fichiers à côté. Il y a un principe pour moi, c'est tu as un CRM, tu mets toutes tes fiches dans ton CRM, tu consolides toutes tes fiches dans ton CRM et elles ne doivent être nulle part ailleurs. Toutes tes données de contact doivent être obligatoirement dans ton CRM et tu vas vivre dessus. Et évidemment, quand tu fais une campagne, comme tu disais, bah, tu vas les flags dans ton CRM pour savoir que c'est telle campagne, ce qui veut dire qu'en faisant une recherche sur telle campagne, tu les retrouves, mais ils sont dans ton CRM. Il faut arrêter absolument de mettre dans des fichiers à droite, à gauche, ou d'avoir des fichiers au marketing qui sont différents des fichiers du commercial. Ouais. Toutes les données aujourd'hui ont énormément de valeur. Il faut les consolider au maximum, parce que les consolider au maximum veut dire qu'on ne fait pas le boulot plusieurs fois, veut dire qu'elles sont le plus riches possible parce qu'elles sont consolidées. Donc vraiment, ma reco, c'est de tout mettre dans votre CRM. Si vous n'avez pas de CRM, prenez un CRM qui coûte vraiment pas cher. Je pense à des choses comme Padrive, par exemple, mais il y en a d'autres, hein, qui coûtent vraiment pas cher, très simple à utiliser, suffisamment puissant, vous pouvez connecter plein de choses, mais ne laissez pas des données de contact dans des fichiers Google Sheet, Excel, etc. J'ai fait ça pendant des années avant, parce qu'un CRM, ça coûtait très cher à l'époque. J'ai l'impression vraiment de parler je ne sais pas, le siècle dernier, mais même le siècle d'avant. Il faut vraiment, vraiment, ouais, il faut vraiment tout mettre dans un CRM. Tous les Ouais. contacts doivent être dans un CRM. Ben, quand je disais ça, effectivement, alors j'ai parlé de liste de diffusion, mais effectivement, cette liste de diffusion est dans mon CRM. Sur les contacts, j'ai un champ date qui m'informe que ces personnes-là ont été contactées à tel moment. Et ça, c'est des informations qui sont Oui, vraiment je précieuses. sais, je parlais pour les gens pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Hein. Oui, Je bien sais sûr, bien sûr. Ouais. Très bien. Et donc après, ouais, on parlait un petit peu des moments pour contacter nos cibles. C'est vrai que, vous voyez, sur LinkedIn, il y a aussi tout un tas d'informations qui circulent. C'est ça qui est vraiment bien. Il y a les actualités des entreprises, il y a les actualités sur nos cibles. Une personne peut avoir la même fonction, mais dans une autre entreprise. Vous allez voir dans son actualité que cette personne-là est devenue responsable marketing, par exemple, dans une autre entreprise. Ben, ça peut être l'occasion, profiter de cette actualité pour la contacter par rapport à votre produit. On ne pouvait pas proposer notre solution dans l'ancienne entreprise, pourquoi pas dans la nouvelle. Euh, Rebondissez aussi sur les posts que peuvent faire toutes ces entreprises-là. Et quand vous contactez une personne et que vous lui dites « Ah, bonjour Benoît, j'ai vraiment adoré ton post qui parlait de tel sujet. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi ou pas. Et est-ce que tu aurais 5 minutes pour échanger avec moi ?» Voilà. Et là, la personne se dit, bah ouais, là, du coup, c'est vraiment personnalisé. La personne regarde mon actualité. OK, ça m'intéresse. Je peux être d'accord d'échanger avec elle. Mm. Ben, en fait, il y a deux choses pour te rejoindre complètement là-dessus. Pour moi, il y a deux démarches quand tu tapes de la cible. Tu vas avoir soit un ciblage sur des méthodes qu'on appelle des méthodes d'ABM, à compte based marketing par exemple. Ça veut dire que tu cibles. Donc, tu vas déterminer les entreprises dans lesquelles tu veux rentrer parce que euh, ils utilisent éventuellement, tu vois, tu peux trouver les entreprises qui utilisent par exemple PrestaShop parce que c'est un CMS. Tu peux te dire, tiens, voilà, les boîtes qui utilisent PrestaShop, qui font du e-commerce, sont mes cibles. Donc, tu peux trouver avec, par exemple, BuildWith, mais il y a plein d'autres solutions hein, qui te permettent d'identifier les entreprises qui ont PrestaShop ou qui viennent de prendre PrestaShop d'ailleurs, ou qui viennent de l'installer. Mais pas que PrestaShop. Ça peut être WordPress, ça peut être Shopify, ça peut être Stripe. Voilà, tu as plein de choses qu'on arrive à identifier de l'extérieur. Par exemple, nous, là, on est en train de préparer la sortie de HubSpot à la fin du semestre, de l'intégration de Drop Contact directement dans HubSpot. Donc, on est déjà intégré dans Pipedrive et dans un certain nombre de Salesforce. Mais pour HubSpot, si tu veux, on identifie les entreprises qui sont équipées d'HubSpot. Le gros avantage, c'est une fois qu'on sait que ces entreprises ont HubSpot, on va cibler les bons interlocuteurs à l'intérieur grâce à LinkedIn et on va pouvoir faire des messages qui sont ciblés sur les gens qu'on veut joindre dessus et nos messages vont pouvoir parler d'HubSpot. Donc, ça fait sens. C'est vraiment le fait de cibler. Donc, tu peux avoir ça qui est. Alors, tu vas avoir dans l'identification aussi, par exemple, la taille salariale. C'est un critère assez discriminant. Tu vois, nous, par exemple, on ne va pas travailler sur les boîtes de plus de 3000 salariés.
Tu vois, donc, je vais faire un scope sur les boîtes plus petites qui sont dans nos cibles à nous, comme je disais en SMD. Donc ça, chacun peut effectivement avoir ses propres critères et certains qu'on va trouver directement dans LinkedIn, d'autres qu'on peut trouver sur Sirène. D'ailleurs, vous avez gratuitement Sirène sur le site de Sirène. Vous avez tous les établissements en France. Vous pouvez trouver par secteur d'activité la liste de tous les secteurs, de toutes les entreprises dans tel secteur d'activité, sur telle et telle taille salariale, dans la région parisienne ou à Paris, et tu as la liste intégrale de toutes les entreprises. Donc ça, c'est une manière aussi de le travailler. Et après, d'aller chercher les interlocuteurs sur LinkedIn. Le deuxième élément, c'est effectivement un événement qui déclenche. C'est-à-dire que, est-ce que la boîte a fait une levée de fonds? Est-ce que la personne a commenté? Est-ce que la personne a fait un webinar? Est-ce que la personne a changé d'entreprise, etc. Tous ces événements-là, si ces événements-là font sens pour vous dans votre business, ben effectivement, ça se capte, ça se travaille et donc, on peut directement les avoir. Je vais répondre à 2-3 questions que je vois passer en même temps. Enfin, je vais y répondre après, mais sur le spammer, donc l'Emlist, il y avait celle-ci. Comment trouver les listes des sociétés? OK. Et je donne la question. OK, super, très bien. Bah, merci, Pauline. Je viens juste de voir à la fin ce que tu avais dit. Mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est qu'effectivement, intéressez-vous à vos prospects parce que finalement, leur feed, leur actualité sur LinkedIn sont remplis d'informations sur lesquelles vous pouvez rebondir. La personne s'est inscrite à un événement, demandez-lui ce qu'elle en a pensé. La personne a commenté un post, ben pareil, rebondissez sur le commentaire qu'elle vient de faire s'il est pertinent. Vous verrez que là, la personne va voir que vous vous adressez vraiment à elle et ce sera beaucoup plus pertinent. On peut faire d'autres trucs hein. Dans les tips un peu cool. Tu peux Ouais. regarder par exemple ton concurrent ou quelqu'un qui est dans ton univers. Si par exemple, il a fait un post qui a bien marché, sur lequel il y a eu plein de commentaires, avec par exemple PhotoBuster, tu peux aller récupérer la liste des personnes qui ont commenté. Donc il y a un vrai intérêt à son produit parce qu'ils sont dans ta cible. Et à ce moment-là, passer sur Drop Contact pour enrichir et tu vas retrouver finalement, tu vas avoir une base de données de prospects, de gens qui effectivement ont marqué un intérêt, soit pour ton concurrent, ou marqué un intérêt sur un sujet connexe au tien, où tu dis, bah tiens, ils sont intervenus sur ce sujet-là, donc ils rentrent dans ma cible. Donc ces gens-là, je peux aller effectivement les solliciter par cold email, par LinkedIn ou autre message, ou par téléphone pour certains. Mais oui, donc là, tu as des. Donc Phantom Buster, un CPH, je pense que Pauline ou Caroline va vous mettre. Phantom Buster, tu as un élément qui. C'est une boîte française qui marche très bien. Ils ont des trucs un peu sioux. Faut rentrer un tout petit peu dessus au niveau configuration. Il y a Phantom Buster, on a aussi Captain Data qui sont aussi une boîte française. Donc les deux, c'est deux super boîtes qui vont permettre effectivement d'aller chercher différentes informations sur LinkedIn quand des gens commentent un event, quand les gens ont liké une page aussi. Donc ça peut être intéressant de te dire, tiens, quelles sont les personnes qui ont liké la page de mes concurrents? Potentiellement, ça peut être intéressant. Évidemment, quand tu fais ça, tu fais attention. Oui, il y a Prospecting aussi, bien sûr. Quand tu fais ça, faut juste faire attention, entre guillemets, que les gens qui ont liké une page sur LinkedIn, souvent, c'est les gens de la boîte ou les copains du patron. Parce qu'en fait, les likes sur les pages LinkedIn ne sont pas très passionnants. Par contre, ce qui est très passionnant, enfin très passionnant, très intéressant, pardon, c'est vraiment les gens qui vont commenter ou qui vont liker un post. Là, c'est vraiment du beurre, quoi. C'est vraiment trop cool. Ouais, complètement. Bah, d'ailleurs, Captain Data, on va les intégrer aussi nativement dans notre outil prochainement. Cool. Donc, tous ces workflows-là ouais, pourront être automatisés sur Fan Customer. Euh, on est bientôt à la fin. On va essayer de se prendre quand même 5 minutes pour parler de la prospection par mail. Ouais. Juste poser quelques fondations quand même, parce qu'il y a des erreurs qu'on voit encore de type confondre email marketing et cold email. Je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu vois souvent, mais faites attention effectivement aux outils que vous utilisez. Ils ne sont pas forcément adaptés. Et pensez à bien configurer tout ce qui est DKIM, nom de domaine. Je pense que là, tu as un peu plus d'expérience, Ouais. Denis, Ouais. là-dessus que moi, si tu peux en toucher un petit peu à tout le monde, là, quelques mots. En fait, il y a 2-3 choses qu'il faut vraiment faire qui sont des axiomes de base. Comme ça peut être un peu abscon, un peu technique et tout. En fait, c'est somme toute très simple. D'abord, je vais rebondir sur ce que tu disais entre l'email marketing et le cold email, puisque les gens confondent ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent que juste en changeant le terme, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir.
un email marketing, une solution d'email marketing va te permettre d'envoyer, par exemple, dans une journée, 10 000, 50 000, 100 000 emails. Bon, évidemment, en ayant pris quelques précautions. Donc là, tu vas avoir Mailjet, Mailchimp, Sendinblue, Mailgun, voilà, j'en oublie plein. Donc, toutes ces et HubSpot, tu peux mettre HubSpot aussi parce qu'ils le font. Toutes ces solutions-là, en fait, vont te permettre d'envoyer un gros shoot email dans la journée. La contrainte, c'est que tu ne peux pas mettre dedans, ce n'est pas autorisé, et en plus, tu as, un risque technique. Tu ne peux pas mettre des emails à des gens que tu n'as pas shooté déjà. Donc, tu ne peux pas dire, tiens, j'ai récupéré des emails à droite, à gauche, ou en passant par droit contact, ou nos confrères à nous, hein, d'ailleurs, peu importe, et je vais mettre 100 000 personnes et je vais faire un shoot dessus, mais j'aurais vérifié mes emails avant, etc. Là, tu as de fortes chances qu'en fait, ta campagne soit bloquée et que ce n'est pas la bonne pratique et ce n'est pas fait pour. Et ça ne se fait plus parce que ça ne marche plus. C'est-à-dire que les emails en marketing, globalement, pour une bonne partie, surtout si des premiers shoots comme ça va aller dans les promotions, ça va aller dans les spams, ça va aller dans ce qu'on appelle des refuse bonds, ce qui est assez récent. Donc, l'email marketing, c'est très bien pour faire du nurturing, pour faire des campagnes pour annoncer un événement, voilà, pour délivrer un livre blanc, etc. Pour annoncer un webinar, tu vois, par exemple, c'est parfait. Et le cold email, ce qui est différent, c'est que le cold email doit avoir le comportement le plus proche possible d'un envoi d'email manuel. Et un envoi d'email manuel, ça veut dire que ce n'est pas du HTML qu'il faut faire. Ça veut dire qu'il faut faire essentiellement du texte, court, globalement court. Que en fait, cette solution va passer par ta boîte mail perso, enfin perso pro, de ton domaine pro. Et il ne faut pas créer un nouveau domaine. On en parlera un petit peu tout à l'heure si on a le temps, ou dans les questions. Et ce qu'une solution de cold email va faire, c'est qu'elle va envoyer un message toutes les X secondes ou minutes. Et en fait, en faisant ça, tu vas avoir beaucoup plus d'emails qui vont arriver dans la boîte email principale. La différence avec une solution d'email marketing qui va shooter en volume avec les IP, les IP de shoot, ce qui fait que tu auras beaucoup d'emails qui n'iront pas dans la boîte email principale. C'est pour ça que quand tu fais un email marketing, ton taux d'ouverture, bah, si tu as 10% sur des gens que tu ne connais pas, c'est cool, hein, c'est vraiment cool. 10-15%, tu es très, très, très fort pour faire ça. La différence, si tu le fais avec du cold email, tu vas plutôt dépasser les 60-70% minimum. Tu es à 60-70% de taux d'ouverture minimum parce que ça va arriver dans la boîte email principale et tu auras moins d'emails refusés. Donc vraiment, si c'est de la prospection, il faut utiliser des solutions de cold email. Oui, j'ai vu quelqu'un parler de Lemlist, effectivement. Nos potes de Lemlist et Guillaume. Oui, c'est une très bonne solution. Tu en as d'autres, hein, tu as Mixmag, tu as Reply, etc. Mais Lemlist, c'est une très bonne solution qui avance très vite en termes de features et de fonctions. Et d'ailleurs, je crois que tu avais prévu d'en parler un petit peu, puisque en fait, ils sont en train de sortir, enfin, ça commence déjà maintenant depuis un petit moment. Ils ont une bêta qui permet de faire du multi-channel, c'est-à-dire que tu peux faire et de l'envoi d'email et de l'invitation LinkedIn. Et sur ce Ouais, sujet, c'est ça. Bah, comme ouais, nous, en fait. Ouais. ouais, mais c'est ça. Donc tu as plein de solutions en fait qui permettent de faire ça et tout le monde commence à s'y mettre parce que c'est ça qui fonctionne et c'est là où vous avez raison. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut attaquer le cold et LinkedIn. Twitter, je suis moins convaincu. Alors, excuse-moi le chat. Twitter, je suis moins convaincu. Mais après, pourquoi pas, ça dépend de ton business et de tes cibles. OVH me bug tout le temps. Ok. Mais effectivement, le multi-channel entre LinkedIn et l'email, c'est vraiment bien. Par contre, beaucoup de gens font LinkedIn et ensuite l'email. Et en fait, ça, je déconseille. Je conseille surtout de faire l'inverse. Shoot email. Quand les gens ils ouvrent un email, à ce moment-là, tu envoies l'invitation LinkedIn. Pourquoi? Parce que la personne, en fait, quand elle a ça, c'est-à-dire qu'elle a déjà vu ton email. Et si tu lui envoies un message LinkedIn dans le quart d'heure ou la demi-heure, elle a encore en esprit, tiens, c'était quoi la boîte, machin. Enfin, tu vois, sans le réfléchir, ton nom va lui dire quelque chose. Et du coup, elle va plus accepter ton message. Ça, c'est la première chose, ton invitation. Et dans le message, ce qui est très cool, c'est de mettre quelque chose du type oui, je viens de vous faire parvenir un email pour mémoire. Drop contact, fait ceci, fait cela. Je suis à votre disposition pour la moindre question. Et c'est intéressant parce que du coup, et moi je trouve que la vraie portée en fait du multi-channel, c'est à cet endroit-là, c'est que la personne peut te répondre par email. Sauf que comme c'est très engageant de répondre par email, parce que tu sais que derrière, si tu réponds, tu vas avoir quelqu'un qui va dire ah bah j'ai un commercial, on prend rendez-vous, machin, etc.
et que si tu es un petit peu tôt dans ton funnel de décision, bah, tu ne vas pas poser la question par email. Par contre, bon, tu peux le faire et t'en fais. Hein. Et par contre, si tu l'as dans le chat de LinkedIn, tu peux dire, ah, ben justement, ça tombe bien, j'avais juste une question, est-ce que votre solution fait ceci, cela? Et donc, dans les deux cas, tu as amélioré ton engagement de conversation parce que ton but, en fait, c'est d'entamer la conversation, quoi. Donc, le Complètement. Et multi puis un point aussi important, c'est que LinkedIn, ouais, faut vous dire que les gens y répondent un petit peu tout le temps. C'est ouais. qu'ils sont le soir chez eux sur leur smartphone, ils voient le message passer, ils peuvent être dans les transports en commun, tout simplement, ils partent déjeuner. Les gens Mhm. regardent leur feed LinkedIn au moment du déjeuner. Donc, ils peuvent être à même d'y répondre mieux à ce moment-là, Ouais. effectivement. Ah ouais. Non, non, c'est le mix des deux. D'ailleurs, on voit que tout le monde commence à faire un peu comme vous dans cette tendance-là de mixer les channels parce que c'est ça qui fonctionne, tu vois. C'est une évolution naturelle que utiliser ces techniques-là. Nous, on l'utilise et ça fonctionne de ouf. Hein. Franchement, il y a pas photo. C'est vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Complètement. Et après, ben, ne pas hésiter à les demander en connexion aussi, hein, être proactif là-dessus, puisque ces gens-là, après, vont voir aussi vos contenus, vont voir votre profil. Ils vont être peut-être rassurés aussi, ou votre Mhm. message aura beaucoup plus de crédibilité une fois que la personne aura eu de plus amples informations sur vous avant qu'elle ne reçoit contactée. Ouais. Et alors, du coup, tu évoquais tout à l'heure la notion du nom de domaine. Il y a vraiment un sujet qui est important, c'est qu'il faut configurer correctement son nom de domaine. Ouais. Et c'est là où il y a trois termes qui sont très abscons, SPF, DKIM et des marques. En fait, euh, quand tu configures ton nom de domaine et que tu vas mettre le SPF, DKIM et des marques, ça veut dire que tu vas authentifier que les emails que tu envoies, que ton domaine, c'est bien toi qui envoies ces emails-là. Si tu n'as pas mis en place ton SPF, des KIM et des marques, ça veut dire que ton domaine n'est pas authentifié. Et dans certaines entreprises, quand ils vont recevoir des emails qui ne sont pas authentifiés, ils vont soit te les renvoyer, ce qu'on appelle du refuse bounce, soit les mettre à la poubelle, soit les mettre en spam, soit les mettre en prospection, mais en tout cas, tu vas casser ta délivrabilité. Donc, il faut, dès le début, assez rapidement, prendre ce petit sujet-là. Je crois que Pauline a mis le. Ouais, c'est ça. Voilà, on appelait ça, nous, les 4 fantastiques. On avait fait une petite illustration avec les 4 fantastiques. Tu mets ton SPF, ton DKIM, il y a tout hein, dans l'article, honnêtement. Il y a même fonction de là où tu as acheté ton domaine, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là où tu as acheté ton domaine, tu as la configuration si tu es chez Gandhi, si tu es chez One-to-One, si tu es chez Google, etc. On a essayé de faire ça, le tuto. On a passé un petit peu de temps là-dessus parce que faut vraiment le faire. Vraiment, c'est mon conseil. Commencez pas à shooter plein d'emails dans tous les sens, etc., sans avoir mis ça en place dessus. Et le deuxième élément, il ne faut pas envoyer des grosses masses d'emails par jour. Envoyer 25 pour commencer, 50. Voilà, arriver à 80 par jour déjà, si tu as un taux d'ouverture, une bonne transformation des messages et une bonne transformation sur LinkedIn en parallèle, tu as déjà de quoi te nourrir en termes de prospection dans la journée. Hein. Complètement. Je vais vous partager aussi un petit outil qui s'appelle Mail Tester. Mm. Cet outil-là va vous donner un lien qui va vous inviter en fait à envoyer un email dessus. Et ben, comme son nom l'indique, ça va tester votre boîte mail, ça va vous dire si il est bien configuré ou pas. Et donc très rapidement, vous allez savoir si tout est clean ou pas. Donc je vous invite vraiment à aller tester dès que possible l'envoi d'un email chez eux. Et si tout ça, ça vous paraît être vraiment du chinois, demandez à des développeurs, demandez en interne s'il y a des gens qui peuvent vous aider, parce que très clairement, ça joue énormément, énormément sur la délivrabilité et l'ouverture. Mm. Mm. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. N'hésitez pas encore à nous poser vos questions si vous en avez. On va y répondre aussi là aux quelques-uns qui nous en ont posé. Euh, Si on devait conclure un petit peu tout ça et retenir les grandes leçons de ce webinaire, euh, pensez vraiment à tester vos messages dans un premier temps à petite échelle, optimisez-les avant d'automatiser. Ne commencez pas à vouloir automatiser des choses qui ne fonctionnent pas. Avant d'automatiser, soyez sûr de ce que vous faites. Intéressez-vous à vos prospects. Voilà, on l'a dit avant de pitcher votre solution, c'est hyper important. Et prospectez tous les jours. Hein, ça paraît bête comme ça, mais
Vous voyez des sportifs de haut niveau, s'ils sont au haut niveau, c'est parce qu'ils s'entraînent tous les jours. Donc, dites-vous bien que pour la prospection, pour un business, c'est pareil. Faites ça vraiment régulièrement pour avoir de bons résultats. Soyez focus dessus pour les optimiser en permanence. Ouais, en fait, ça reprend aussi, c'est la fameuse phrase, c'est Paul Graham, je crois, qui avait dit ça, do things that don't scale, quoi. Fais des choses à la main avant de vouloir automatiser. Donc, en fait, tu fais les choses, Complètement. tu testes, et assez souvent, c'est vrai qu'avec, c'est vrai qu'on a une multitude d'outils, et nous-mêmes, nous sommes des outils, tu vois, on vend des outils, on propose des outils. Et c'est vrai que souvent, les gens ont tendance à foncer dans les outils, puis de rechanger d'outils, etc. C'est pas l'outil d'abord. Les outils, il y en a plein, ils sont super. Nous, nos concurrents, nos confrères, je dirais à la limite, peu importe, c'est pas très grave. Enfin, je préfère nous, bien sûr. Euh, mais, mais vraiment, il faut faire d'abord les choses à la main pour que on puisse analyser, comprendre, améliorer, faire ces itérations. Et une fois que tu as quelque chose qui marche bien, que c'est cool, et ben là, t'accélères, quoi. Tu bouges le curseur, tu mets les watts et tu augmentes. Mais d'abord, faire les choses à la main plutôt que de les faire, mettre les outils à fond en disant je mets le curseur à fond et je mets à 230 km/h sur mon curseur de choses. Voilà. Complètement. Merci beaucoup, Denis. On va passer aux questions-réponses. Peut-être les filles, remettez-nous peut-être dans le chat les très bonnes questions que vous avez vues ou celles en tout cas qui n'auraient pas encore obtenu de réponse. Et puis Merde, t'as déjà on fait. va essayer de Par vous contre, apporter plein de tu choses. peux éviter de dire les filles parce que tu vas te faire lyncher, hein, mon ami. Alors, Peggy, comment ne pas être considéré comme un spammer? J'ai entendu parler de Lemwarm, Lemlist, par exemple. OK. Lemwarm, en fait, c'est très différent. Enfin, c'est une fonctionnalité de Lemlist qui n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'être spammer. Le fait d'être spammer, c'est surtout le fait d'envoyer des gros volumes qui sont pas des gros volumes qui ne sont pas ciblés. Donc, tu sais, c'était à l'époque, tu avais des gens qui t'envoyaient du Viagra. Et pour préciser que ce n'était pas ciblé, j'en recevais. Donc, vraiment, sur le sujet, voilà, ça, c'est spammer, c'est saturer les trucs, etc. Et ça, c'est carrément l'inverse de ce que tu fais quand tu fais du cold email ou quand tu fais des messages. Tu vois, les messages dont je parlais tout à l'heure sur LinkedIn, bah, pour moi, c'est du spam. Les mecs qui vont proposer d'investir dans l'immobilier, d'investir dans des boîtes, enfin, tout et n'importe quoi. C'est en gros quelqu'un qui prend un truc, qui prend un outil, qui va shooter en grosse masse et je m'en fiche et ça passera bien. Et je sème à tout vent, il y a bien quelque chose qui va pousser. Ça, vraiment, pour moi, c'est complètement dépassé. Ça marche pas, ça arrive plus. C'est avoir l'impression de bosser, mais c'est vraiment pas du boulot dessus. En ce qui concerne l'Airworm via l'Emlist, en fait, l'Airworm, ça permet, lorsque tu as un nouveau nom de domaine, de commencer à envoyer des emails de manière progressive. Par exemple, si je crée un nouveau nom de domaine dropcontact.toto, si dès le lendemain, j'envoie 3000 emails par jour, bah, en fait, je vais avoir une très mauvaise délivrabilité. Et effectivement, ça va casser ma délivrabilité parce que je n'aurai, alors c'est le terme que tout le monde utilise, ce qui n'a pas beaucoup de sens, mais enfin bon, le terme est usuel, c'est dire je vais chauffer mon IP. C'est-à-dire que j'ai une IP qui va commencer à communiquer et qui va monter progressivement. C'est surtout très utile justement pour le coup quand tu fais de l'emailing sur des gros volumes, quand tu vas utiliser une solution d'emailing et que tu veux faire des grosses campagnes, tu ne peux pas dire voilà, je crée un nom de domaine, j'utilise Mailchimp et je vais envoyer 100 000 emails du jour au lendemain. La délivrabilité va être mauvaise. Dans le cas de figure du cold email où tu vas envoyer 25, 50, 100 emails par jour, ça a l'intérêt qui est un petit peu limité parce qu'en tant que commercial, quand tu ouvres ta boîte, ton domaine, bah, par jour, tu vas envoyer 25, 50 emails par jour. Donc, c'est cool, hein. Franchement, c'est bien ce qu'ils ont fait. Voilà, active-le parce que ça ne coûte rien et c'est cool. Je ne suis pas sûr que c'est un énorme impact. Mais comme ça ne coûte rien et ça sécurise le truc, bah, vaut mieux le mettre en place. Et ce qu'ils ont fait est cool là-dessus. Zenab, comment C'est trouver. ça, souvent, pour rebondir un peu là-dessus, c'est que si du jour au lendemain, vous voulez envoyer 1000 emails, là, les FAI vont remarquer aussi qu'il y a une activité un petit peu anormale, entre guillemets, et peuvent se dire, mince, je vais quand même regarder ce qui se passe et je vais bloquer. Faut savoir que ça vaut aussi sur LinkedIn. C'est que si vous n'envoyez aucun message par jour, quasiment aucune demande de connexion, et que du jour au lendemain, parce que vous vous abonnez chez Find Customer, vous envoyez des centaines de demandes de connexion, bah là, pareil, LinkedIn va tirer la sonnette d'alarme en vous disant, bah non, faites attention, on vous prévient la prochaine fois, voilà, on sera peut-être moins sympa. Donc,
on est en train de mettre des sécurités aussi en Ouais. place pour, entre guillemets, chauffer un petit peu votre nombre d'envois pour sécuriser votre compte. Mais c'est vrai que ça joue énormément et plus vous enverrez d'emails régulièrement, plus vous allez aussi assurer une meilleure délivrabilité. Mm. Ouais, en fait, c'est vraiment ça. C'est la régularité, tu vois. Je constate là, tu vois, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment travailler en régularité, de manière continue et pas faire de la grosse masse, faire des gros à-coups. Et tu vois, il y a des gens qui disent souvent, oui, mais alors pour envoyer tes emails en call d'email, il faut créer un nouveau domaine, machin, etc. Moi, je le déconseille fortement. Pourquoi? Parce que si tu crées un nouveau domaine pour faire ça, tu vas avoir un domaine qui va justement, pour le coup, avoir un comportement de spammer, c'est-à-dire qui va faire que envoyer des emails. Donc, il vaut mieux utiliser ton domaine et ta boîte mail pro que tu utilises, qui est par définition chauffée, puisque bah, tu as déjà travaillé, tu as envoyé des emails, tu as répondu, etc. Et donc, il est préférable d'utiliser ta boîte mail pro. Mais par contre, tu ne vas pas, tu vas pas faire du gros spam dégueulasse comme on évoquait tout à l'heure, quoi. Mhm, mhm. Comment trouver la liste des sociétés qui utilisent SAP, Salesforce ou Shopify? Pour Shopify et Salesforce, tu peux utiliser des solutions comme Buildweave. Je pense que quelqu'un chez moi va te mettre le lien. Il y a Data Analyze. Voilà, il y a quelques solutions qui permettent de trouver ça et d'être informé. Moins pertinent sur un grand compte, davantage orienté B2B. Alors là, je l'ai vu passer tout à l'heure, je ne sais pas par rapport à quoi. C'était Yvan. Ouais, je crois que ce message était intervenu quand on parlait du multicanal. Ouais, Mais c'est vrai que les retours, en tout cas, que Denis et moi avons, c'est vraiment sur du B2B, hein, puisque ouais, ouais. nos activités sont là-dedans. Quand on vous dit que ça marche, on le dit oui, mais pour le B2B. C'est pour le B2B Moins pertinent en qu'on dit grand oui. compte, davantage orienté B2C. Non, non, le grand compte, ça fonctionne super bien, hein. C'est un truc de ouf, hein. Honnêtement, le multicanal sur du grand compte, c'est vraiment top. Après, ça dépend de ton interlocuteur. C'est sûr que si ton interlocuteur est directeur d'usine industrielle, il est moins présent sur LinkedIn. Si ta cible, c'est quelqu'un au RH, il est tout le temps dessus. Et si c'est un sales, il est tout le temps dessus. Et quelqu'un au marketing, il est tout le temps dessus. Et les DAF, ils sont moins, mais ils y sont quand même. Donc, et les grands comptes, oui, oui, ils sont dessus. Après, tu peux avoir le côté de la tranche d'âge de ta cible. Effectivement, si tu as des gens qui ont plus de 60, 65 ans, ils sont un peu moins, pour certains, pas tous, hein, ils sont un peu moins, en proportion, un peu moins présents sur LinkedIn. Par contre, si tu prends que des gens qui ont moins de 35 ans, ouais, je pense qu'ils passent plus de temps sur LinkedIn qu'autre chose. Mm. Enfin, qu'autre chose. Pas qu'autre chose, ils passent plus de temps que les autres. Mixer Facebook, soit en retargeting, soit en ciblage sur notre base email. Ouais, tu peux effectivement utiliser du pixel, Facebook. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est que quand tu as un site web, tu peux, avec ton compte Facebook, mettre un pixel, c'est-à-dire c'est un point sur ton site, et ça permet à Facebook d'identifier les gens qui viennent sur ton site web. Pourquoi? Parce que si tu regardes bien, normalement, la plupart d'entre nous, ben, on est toujours connecté à Facebook dans notre navigation, on est toujours connecté à LinkedIn dans notre navigation, à moins que vous déconnectiez à chaque fois que vous êtes toujours en navigation privée. Donc, normalement, vous êtes toujours connecté. Donc, si je prends Facebook ou LinkedIn, on va prendre LinkedIn. Si je suis connecté à LinkedIn et que je passe sur un site où l'entreprise a mis le pixel LinkedIn, eh bien, LinkedIn sait que tu es passé sur le site. Et donc, à tout le parcours. Et Facebook, la force de Facebook dessus, c'est qu'en fait, bah, moi, je suis connecté à Facebook tout le temps. Je ne me déconnecte pas. Et donc, toutes les navigations que je fais en passant sur tous les sites web où je passe, eh bien, à chaque fois, ça envoie l'information à Facebook. On dit, ah, tiens, Denis, il est allé voir une vieille moto ancienne BMW. Ah, bah tiens, il est allé voir des croquettes vegan sur le site de machin. Tiens, il est allé voir des super chaussures trop classe en beau cuir, machin, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'ils profilent, en fait. Ils profilent et c'est comme ça qu'effectivement, ils peuvent cibler les gens au niveau de tes pubs, au niveau des pubs. Alors, ça, c'est ce que nous, on a en tant qu'utilisateur. Mais l'avantage de toi en tant que personne qui peut faire du retargeting, tu as deux choses. Tu peux soit dire en retargeting, ça veut dire que des gens sont passés sur ton site web, que Facebook les a identifiés. Donc, quand ils vont être sur Facebook, Facebook va être capable de leur faire tes publicités, de lui présenter tes publicités. C'est le retargeting. Donc, par exemple, nous, on ne l'a pas encore mis en place, parce que pour l'instant, on essaye d'absorber déjà les prospects qu'on a, mais après, on va le faire. Si quelqu'un passe sur le site de Drop Contact, et si la personne est passée, par exemple, sur la page prix, ils vont vous dire qu'on va lui envoyer pendant 15 jours
des publicités sur Facebook quand il va naviguer dessus. Donc, tu sais, c'est toujours la pub, hein, tu mets un peu de pression et tu reviens. Tu peux faire ça, donc le retargeting. Tu peux faire aussi ce qu'on appelle les lookalike. Donc, c'est que dire, dans ce cas-là, Facebook, ce qu'il fait, c'est qu'il fait du retargeting, c'est-à-dire il identifie les gens qui viennent sur ton site web et il identifie les gens qui vont acheter sur ton site web grâce au pixel, selon la manière dont tu l'as mis. Et en même temps, comme il analyse d'autres profils, il va dire, ah, mais j'ai plein de profils qui ressemblent aux personnes qui achètent sur ton site. Et donc, ta publicité, je vais la proposer aussi aux gens qui ressemblent. Donc, ça, c'est des fonctions de look-alike que tu peux avoir dans les publicités. Look-alike dessus. Donc, ça, c'est assez puissant. Alors, il ne me semble pas que tu puisses mettre ta base d'email pro dans Facebook parce que les gens sont en email perso. Donc, c'est plutôt quand tu mets les emails perso, une base d'email perso, de Gmail, Yahoo, etc., que Facebook va avoir un match plus fort. Drop Contact fonctionne sur n'importe quel pays. Oui, alors en fait, ça fonctionne vraiment n'importe quel pays parce qu'on est par algorithmie. Il y a des endroits où on est aujourd'hui un peu moins bon. C'est à partir du moment donné où le full name, le nom complet d'une personne, fait plus de 2 mots. Donc sur les Pays-Bas, par exemple, et sur l'Espagne, on est moins bon. Et l'Asie, on est un peu moins bon. Mais Europe, États-Unis, sans aucun problème, on a plein Ouais. de clients. Et c'est ça la force aussi de LinkedIn, puisque c'est vrai que sur LinkedIn, vous pouvez aussi trouver des prospects à l'étranger, hein. Donc, Complètement. les workflows dont on a parlé pendant tout le webinaire sont possibles avec Find Customer et Drop Contact, hein, bien évidemment. Ouais, c'est là où la combinaison est pertinente, quoi. Ça fait vraiment sens de le faire comme ça et de mixer. Question rapide, que pensez-vous de la pertinence des séquences VS Call, Email, LinkedIn? Hmm. Alors, en fait, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Tu vois ce qu'il veut dire par séquence? Peut-être donner la précision. Non, ouais, je ne comprends pas trop, puisque les séquences mail LinkedIn, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé déjà, comme quoi c'était pertinent. Mais là, Pour ouais, moi, je ne comprends pas trop c'est la vraiment. question. Peut-être que Pauline Ouais, ou la personne qui a écrit cette question-là va nous la ouais. reposer. Parce que pour On la moi, relira vraiment, tout tu as à des l'heure. séquences dans le call d'email et dans le canal LinkedIn, dans les deux, tu fais des séquences en fait. Tu n'envoies pas juste un email. Tu vas avoir dans le call d'email et en LinkedIn, tu vas envoyer plusieurs messages. Un premier message, si la personne n'a pas répondu, tu renvoies un autre message. Tu vois, alors, voilà, il faut le faire de manière délicate. Il ne faut pas envoyer un message tous les jours pendant 50 messages. Il faut envoyer tu vois, un premier message, 2, 3 jours après un deuxième message, après 4, 5 jours. Il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, il faut Mhm. tester mais il faut pas faire le lourd. Comment dire? Comment on dit? C'est comme quand tu dragues, tu vois, faut pas trop insister non plus, mais bon, faut garder de la bonne relation et travailler ça. Bah ouais. Camille, est-ce que Drop Contact fonctionne en Suisse? Donc là, oui. Est-ce que Denis pense du cold calling? Oula. Et alors, euh, en fait, j'ai 25 ans de sondage téléphonique, B2C, B2B. Je suis passé d'enquêteur pendant mes études à PDG d'une boîte de 470 personnes. Et donc, j'ai pu voir les évolutions de taper au téléphone en B2B. Les éléments, c'est quoi? C'est que d'abord, tu n'as presque plus de secrétaire ou d'assistante, parce que ça, on arrivait effectivement avec une bonne personne en télémarketing, tu arrivais à les passer, à les mettre entre guillemets dans la poche, et c'est même elle qui te faisait les intros, qui disait non, non, rappelez plutôt demain, etc. Je lui en ai parlé, etc. Donc ça existe beaucoup moins. En plus, les gens, ils ont beaucoup plus de boîtes vocales et de téléphones mobiles, et voilà, donc ça, là-dessus, c'est compliqué. Tu n'arrives plus tellement à les joindre. Donc, c'est vraiment dans certains cas, ça marche, hein, ça fonctionne quand même, mais ça nécessite énormément d'énergie, énormément de temps. Et je ne suis pas complètement sûr sur le retour sur investissement qu'aujourd'hui, ça soit vraiment smart. Par contre, ce que je trouve smart, c'est effectivement, si tu as fait une campagne mixée entre du cold email et du LinkedIn, c'est la bascule après, en fait. C'est de faire la bascule assez rapidement. Typiquement, tu vois, dans l'exemple que je donnais sur LinkedIn, quand tu dis, bah, quand tu as envoyé ton invitation, la personne, tu as dit à la personne, je viens de vous faire parvenir un email pour mémoire, drop contact et ceci, cela, mais si vous avez moins de questions, etc. Dès que la personne commence à te poser une question, en gros, c'est de lui faire rapidement une réponse et tout de suite enchaîner sur, mais le plus simple, c'est sûrement qu'on s'appelle. Tu vois, la personne te dit, tiens, je voulais juste savoir, est-ce que votre solution fait ci, ça? Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, je pourrais vous donner, tu vois, et d'essayer d'enchaîner rapidement à ce moment-là ce truc, c'est-à-dire de faire du call là où il y a quand même un intérêt. Parce que le truc qui est pervers quand tu fais du call calling et quand tu as des très bons téléacteurs, c'est que les mecs qui font du forcing. Quand ils font du forcing, ils vont accepter des rendez-vous. Tes rendez-vous seront rarement bons derrière. Parce que si le téléacteur est très bon,
Bah, du coup, il a réussi à crocheter la personne dit, bon, ok, d'accord, prenez-moi un rendez-vous. Du coup, tu viens toi en tant que commercial pour faire ton rendez-vous, et la personne dit, oui, oui, non, mais c'est parce qu'il avait insisté, bon, bah, vous faites quoi? Vous faites ci, vous faites ça, bon, super, etc. Donc, tu es en train de passer beaucoup de temps et d'énergie sur des gens qui sont où c'est pas vraiment le bon moment. Donc, moi, de mon point de vue, hein, sur notre époque, je trouve que c'est pas une très bonne approche. En tout cas, en B2B, enfin, même en B2C, ça, je suis encore moins fan. Et je pense que ça, c'est. Et voilà, pour en avoir beaucoup fait moi-même, perso, pendant des heures et avoir encadré des gens qui l'ont fait, j'ai vraiment vu l'évolution et je pense que c'est plus. Je pense pas que ça soit une méthode aujourd'hui rentable. Mais bon, après, il y a des gens qui sont très bons là-dessus, qui sont très contents et qui arrivent à trouver leur ROI. Et c'est parfait. J'ai absolument pas la science infuse là-dessus. C'est Ouais. vraiment. Ben, Moi, j'en pense, hein. Julien, mon associé, est aussi issu un petit peu de ce monde-là. Et c'est vrai que c'est de nouveau un canal d'acquisition à part entière. Et c'est pareil, c'est que si on n'y est pas à 100% dessus, ben c'est de nouveau pareil, on n'arrivera pas à obtenir des résultats optimisés. Et après, effectivement, la meilleure des solutions pour avoir une bonne contrepartie là-dedans, c'est de repérer des signaux, effectivement, qui sont positifs, des réponses, des clics éventuellement dans les emails, pour essayer de dire, bah, tiens, la personne a cliqué 3 fois dans les 3 emails que j'ai envoyés, elle ne me répond pas, mais peut-être que ça vaut le coup que je l'appelle. Voilà, pour vraiment Ouais. essayer d'avoir quelque chose qui brise la glace avant de contacter la personne. Ouais, mais le call calling, en plus, enfin, honnêtement, les gens qui en font, moi, je suis impressionné parce que si eux, ça tu prends tellement de vent de téléphones qui ne répondent pas ou de vent que ça demande une énergie et sur le long terme, c'est quand même compliqué. Et ce qui est compliqué, c'est d'avoir des gens, de recruter des gens qui sont bons là-dessus, qui ne s'usent pas dans le temps. Donc, c'est un travail parce que souvent, tu as un investissement de trouver quelqu'un, de le former, que le mettre monter en compétence. Et puis, au bout de 6 mois, le mec dit, bah, ras-le-bol, je suis saoulé, machin, etc. C'est un cycle, hein, c'est vraiment un cycle dessus. Donc, franchement, le ROI me paraît compliqué. L'intégration celle-ci native, oui, en fait, ils l'ont fait chez celle-ci. C'est la prochaine version de celle-ci qui va sortir, je crois, au début deuxième semestre. Si Alain de celle-ci m'a confirmé ça l'autre jour. Donc, c'est quand eux vont sortir leur nouvelle version, qui a pas mal de nouvelles fonctionnalités de choses. Ils ont déjà intégré nativement Drop Contact dedans, mais il y a plein de solutions en ce moment qui sont en train de l'intégrer aussi directement, bah, comme vous, hein, vous l'avez fait dessus. Donc, dessus, Ouais. Paul. Et là, à court terme, c'est vrai que chez nous, alors vous pouvez importer vos fichiers ou scraper LinkedIn, les enrichir avec Drop Contact et grâce à l'export Google Sheet et Zapier, les envoyer automatiquement dans celle-ci. C'est pas Exactement. natif, mais on a une solution qui permet de le faire. Bah, c'est natif chez vous, c'est-à-dire que Drop Contact est natif chez vous. Ça, c'est cool. Oui, Drop Contact, oui, mais pour, Ah, pour pour celle-ci. exporter les Ouais. contacts après dans celle-ci, faut passer effectivement par Zapier, mais en 2 clics, ça peut s'exporter dans celle-ci. Ah, ouais, ouais. Bill Weave, oui, c'était sur la personne qui demandait sur Shopify, Salesforce, etc., comment on pouvait trouver. Alors, Céline a une bonne question, d'ailleurs, je vais te laisser répondre. Drop Contact, Find Customer, Prospecting, Phantom Buster, Lemlist, qui fait quoi? Quel est le bon flux à construire? Euh, C'est vrai que aujourd'hui, Phantom Buster a un nombre assez impressionnant de fantômes qui vont vous permettre de scraper à peu près tout et n'importe quoi. Là où chez Find Customer, on remet ça un petit peu à l'essentiel sur ce que les équipes sales ont vraiment besoin, même si on tend à développer quand même le nombre de sources de contacts. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, mais c'est vrai que vous pourrez importer vraiment toutes ces données dans Find Customer et ensuite les enrichir avec Drop Contact. Donc, soit on va avoir des sources de LinkedIn, des sources du web, vos propres fichiers, ils vont tous être enrichis. On va normaliser aussi les informations entre toutes ces différentes sources grâce à Drop Contact. Et ensuite, avec Fan Customer, on va aussi pouvoir lancer des actions de contact. Hein, ça va être là l'avantage. Donc, vous pourrez automatiser uniquement des demandes de connexion, visite de profil, envoi de messages sur LinkedIn. Vous pouvez à côté de ça envoyer des emails ou alors bah, justement créer des différentes listes pour gérer des séquences entre LinkedIn et email. Donc le bon flux à construire, c'est vrai qu'on en a parlé, on en a pas mal parlé tout au long du webinar. Maintenant, le plus simple à construire, c'est effectivement bien cibler ses prospects sur LinkedIn, qui est une source fiable,
enrichir les données pour vérifier, en fait, grâce à ce que va vous donner Drop Contact comme info, que cette personne est bien dans la cible. On va voir, par exemple, le secteur d'activité, le nombre de salariés, voilà, qui vont pouvoir vous aider à qualifier le prospect. Et ensuite, vous créez vos listes de diffusion pour shooter des emails. Nous aussi, on préconise de commencer par le mail et ensuite d'aller sur LinkedIn pour des petites relances ou essayer de voir les gens, les contacter s'ils se sont inscrits, s'ils ont cliqué, etc., etc. Mm. Ouais, enfin, en fait, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas une seule règle. Je pense que c'est à Oui. chacun à voir par rapport à son besoin et puis là où les personnes se sentent bien, puis à tester. Voilà, il y a pas un mode d'emploi. L'avantage, c'est qu'il y a une grande richesse de manières de faire dessus et moi, je trouve ça passionnant, tu vois, de faire ça. Après, il ne faut pas s'embarquer à faire tous les outils dans tous les sens, de tous les machins, etc. Parce que sinon, on perd du temps. Donc, il faut rentrer sur un sujet, bien le traiter, comme tu disais tout à l'heure, plutôt à la main, le tester, comprendre, voir comment ça fonctionne. Et le gros du travail, on ne le répétera jamais assez, c'est le copywriting, c'est vraiment l'écriture où il faut vraiment mettre du jus de cerveau là-dessus. Et puis bah, après, accélérer dessus, quoi. Et moi, j'ai tendance à éviter de. Enfin, je ne préconise pas aux gens de changer tout le temps d'outil. Moi, je vois des gens qui essayent un outil un mois, un autre outil le mois d'après, un troisième outil le mois d'après. Donc, en fait, tu perds un temps de dingue. Donc, voilà, faut être bien avec son outil, bien le maîtriser, avancer. Et voilà, ça, c'est cool, quoi. Donc, il y a Paul qui était sur l'histoire de Facebook. Oui, Facebook, c'est que des emails perso pour les campagnes. Donc, Drop Contact ne fournit que des emails pro. Du fait qu'on soit RGPD dessus, nous, on ne fournit que des adresses email pro. Et les adresses email, alors il y a des cibles qu'on ne fait pas du tout. Par exemple, si c'est des commerçants, si ta cible, c'est des commerçants, des professions libérales, des artisans, des choses comme ceci, on ne fournira pas d'email. Ça ne marche pas. On en fournira, mais en quantité faible. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vraiment, nos clients sont des gens qui ont une cible B2B d'entreprises, que ce soit des très grosses ou des petites, mais qui sont de l'entreprise au sens, entre guillemets, pur du B2B. Ouais, ben c'est ça, Pauline avait répondu, mais en fait, elle me devance à chaque fois. En fait, j'aurais dire au-dessous la réponse, voir si Pauline n'a pas répondu avant moi. Et ok, merci. On cible aussi les grands comptes que les TPE, par exemple, pour cibler les restaurants. Bah voilà, les restaurants, ça ne va pas fonctionner, Paul. Le drop contact ne va pas. Attends, il faut que je regarde juste ce que dit Pauline dessus. Yvan, tu peux expliquer la question? Yvan, c'était laquelle? Il a remis après, Paul. Comment ensuite réconcilier LinkedIn et une base d'adresse et la postale? Car le problème sur LinkedIn est qu'il n'y a pas d'adresse. Donc, si je prends tous les restaurants du pays, par exemple, sur LinkedIn, comment je croise de contact dans le contact? Alors, nous, on va te fournir les adresses postales des sièges sociaux des entreprises françaises. Donc, mais honnêtement, sur les restaurants, ça ne va pas être le mieux. Ce n'est pas complètement le cœur de notre cible dessus. Puis les restaurateurs, en ce moment, c'est un peu compliqué. Je pense que ça doit être pas évident. Ceci étant, ils ont plus de temps. Par contre, pour signer avec eux, ça ne doit pas être super évident. Ok. Avant de partir, je vous une démo de drop contact. Ok. Positionnement de, tiens, regarde. C'est pour toi celle-là. Positionnement de fun customer, on te demande. Versus l'Emlist et Prospecting. Pour l'instant, l'Emlist, effectivement, se spécialise vraiment sur l'aspect contacter mes cibles. C'est plutôt le cas de Prospecting également. Prospecting, en plus, a ce côté de n'être uniquement sur LinkedIn. L'Emlist fait les deux, mais se consacre plutôt à la partie contacter. Le gros avantage que vous allez avoir avec Fan Customer, c'est que on a cette partie où vous allez pouvoir trouver, identifier vos cibles en amont, puisqu'on va vous permettre d'extraire des listes de personnes depuis LinkedIn. Vous allez pouvoir enrichir aussi des infos sur les entreprises. Très prochainement, vous allez pouvoir aussi exporter de la donnée depuis Google, tout simplement, depuis les pages jaunes. Voilà, on va vraiment des opérateurs de base de données aussi. On aura vraiment de multiples sources de prospects, de contacts. Vous allez ensuite pouvoir les enrichir avec Drop Contact. C'est là où notre intégration native fait aussi la différence, puisque, à moins que je me trompe, Denis, je crois qu'on est l'un des seuls outils à avoir vraiment Drop Contact en natif, ou d'autres le font aussi. Je ne vais pas balancer du scoop, mais en fait, il y a tout le monde en train de le faire. Ok, ouais, parce qu'en tout cas, pour l'instant, chez nous, ça l'est. Je ne le vois pas trop chez les autres.
Exactement. Donc, c'est en train de s'harmoniser, mais pour l'instant, ouais, je le vois pas beaucoup ailleurs. Et ensuite, l'idée, c'est que dès que vous avez identifié, trouvé, enrichi, vous allez pouvoir contacter effectivement vos cibles via des séquences multicanales. Mais ce qui Donc, est aussi très intéressant, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place, effectivement, sur les canaux d'acquisition. Ça, je pense que ça fait une vraie différence entre, tu vois, du prospecting ou du lemlist ou la growth machine dont on n'a pas parlé, tu vois, qui sont des solutions qui font du mix. La growth, ils font du multicanal. Lemlist est en train d'arriver, enfin, fait du multicanal, commence à le faire. Prospecting est en train de sortir la solution multicanal aussi. Tout le monde est en train d'aller sur du multicanal, mais vous avez une grosse différence qui est le fait, effectivement, en entrée qu'on peut rentrer n'importe où, n'importe quoi. Et donc, ça, c'est cool. Quand vous serez sur les pages jaunes, est-ce que vous êtes en train de finir? Enfin, de finir, je sais pas où vous en êtes dans ouais. le développement. Parce que page jaune, c'est compliqué. Hein. Honnêtement, c'est un beau sujet que vous faites. Il y en a pas beaucoup qui le font. Google, certains le font, mais moyennement. Et c'est vrai que ce que vous êtes en train de mettre en place et de développer, bah, ça va être trop cool parce que du coup, tu as tu vas avoir droit effectivement à tout le panel. Donc, fonction de ton besoin, tu vois, sur les restaurants, bah, je pense que là, vous allez vraiment avoir de la matière sur les restaurants ou des choses comme ceci. Il y a Ouais. plein de problématiques où tu trouves pas sur LinkedIn. Tu as, des Ouais, cibles où tu complètement, c'est sur ça. LinkedIn. On a tendance à devenir LinkedIn dépendant. Exactement. Et nous, on veut vraiment Pas vous. sortir de ce côté-là, quoi. Donc, Ouais. on fera un webinar sur le sujet quand tout sera prêt. Mais effectivement, aujourd'hui, en plus, la tendance, c'est qu'on a besoin aussi de s'abonner à une dizaine d'outils, du coup, Ouais. pour avoir toute la boucle. Alors que là, avec Fan Customer, ce sera un outil qui vous permettra de tout faire. Et l'idée, c'est de simplifier pour rendre vraiment accessible et simple toute cette partie un petit peu compliquée qui est le scrapping. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. On a pas mal avancé. Là, il est 15h20. On est encore une bonne vingtaine. Je pense qu'on peut conclure. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup là, à tous pour votre présence. Denis, ben, je te remercie beaucoup là, pour Ah, ta merci à toi. participation. Je pense qu'on a été très complet. On a presque doublé le temps. On sentait que ça allait être comme ça. Mais voilà, je pense qu'on a bien tasser le sujet et puis vous allez vraiment pouvoir repartir de là avec de bonnes bases, des bons conseils pour avancer dans votre business. Mm-hmm. Je te laisse conclure aussi un petit mot pour finir et puis Non, bah, écoute, merci pour l'invitation. En plus, je trouve ça toujours agréable de finir la semaine avec un webinar et puis bah, essayer de passer des infos. Tu vois, il y a rien qui. Chacun doit faire sa propre expérience. Moi, je suis plutôt un peu caisse de résonance en disant voilà, nous, on a fait comme ça, on fait comme ceci. Et puis, chacun faire ses propres tests. Ça donne des pistes, en tout cas. Et donc, trouve ça intéressant, ce type de partage. Moi, j'aime bien la fin de semaine pour ça. complètement. Et donc, ça c'est assez cool. En tout cas, merci pour l'invitation. Vous pouvez tester Drop Contact. Hein. Vous avez droit à 100 lignes enrichies gratuitement. Il y a des gens au support qui sont là pour répondre à vos interrogations. Et si vous avez des CRM de type Pipedrive, aujourd'hui, on a directement l'intégration dans Pipedrive. Et donc, vous pouvez aussi. Alors là, c'est encore beaucoup plus puissant en termes de données. Mais voilà. Merci à tous et puis à très bientôt. On est là aussi sur le chat, sur le site web pour vous répondre. N'hésitez vraiment pas. Et puis le replay sera diffusé début de semaine prochaine. À très OK. bientôt. Salut. Au revoir à tous. Ciao.